Que feriez-vous si vous saviez que votre passion écourtait votre vie? Pourriez-vous continuer en sachant que votre destin est déjà écrit? Voici l'histoire de Mike Matarazzo, un culturiste qui n'a pas seulement repoussé les limites physiques du corps humain, mais qui a aussi affronté la dure réalité de sa propre mortalité. Tout au long de sa carrière, Mike a clairement montré qu'il payait un prix élevé pour son amour du culturisme, allant jusqu'à prédire sa fin tragique. Comment en est-il arrivé là? Quelles leçons a-t-il laissées aux générations futures? Préparez-vous pour un voyage émotionnel et révélateur qui expose le côté le plus sombre du culturisme professionnel. Mike Matarazzo est né le 8 novembre 1965 à Boston, dans le Massachusetts, au sein d'une famille ouvrière d'origine italienne. La ville de Boston, réputée pour son caractère fort et sa culture de l'effort, a laissé une empreinte indélébile sur la personnalité de Mike. Il a grandi dans un environnement où le travail acharné n'était pas une option, mais une nécessité pour survivre. Dès son plus jeune âge, Mike a montré un intérêt pour le sport, en particulier la boxe, une discipline qui lui a inculqué des valeurs fondamentales, la résistance, la discipline et la lutte constante. Son père, qui avait pratiqué la boxe en amateur, fut une grande influence dans sa vie. Les récits familiaux racontent que, très jeune, Mike passait des heures à frapper le sac de boxe dans le sous-sol de leur maison, s'imaginant devenir un jour champion. Cependant, la boxe était plus qu'une simple passion pour Mike. C'était sa manière de canaliser l'énergie et la frustration accumulée dans son environnement. Grandir à Boston signifiait affronter constamment des défis, et Mike a appris à encaisser chaque coup, au sens propre comme au figuré, la tête haute. À 14 ans, il avait déjà participé à plusieurs compétitions locales, gagnant le respect de sa communauté comme une jeune promesse du ring. À mesure qu'il grandissait, son physique robuste et son désir de dépassement se faisaient remarquer. Pendant son adolescence, il découvrit le monde de la musculation comme un moyen de compléter son entraînement de boxe. Ce qui avait commencé comme une méthode pour améliorer sa force devint rapidement une obsession. Au début, je soulevais des poids pour être meilleur en boxe, mais je suis tombé amoureux de la sensation de contrôler comment mon corps changeait à chaque entraînement, a confié Mike dans une interview des années plus tard. Son amour pour les poids l'amena à passer plus de temps à la salle de sport qu'au gymnase de boxe, ce que ses entraîneurs ne manquèrent pas de remarquer, impressionnés par sa transformation physique spectaculaire. À 18 ans, Mike prit une décision cruciale, abandonner la boxe pour se consacrer entièrement au culturisme. Boston, bien qu'elle ne fût pas la capitale du culturisme, disposait d'une scène solide de salles de sport et d'entraîneurs expérimentés. Mike absorbait chaque leçon, s'entraînant des heures durant, obsédé par la perfection de son physique. Ce changement d'orientation marqua le début de son chemin vers les sommets. En 1989, Mike Matarazzo fit ses débuts au NPC USA Championships, l'une des compétitions amateurs de culturisme les plus prestigieuses aux États-Unis. Son physique impressionnant, avec des bras semblant sculptés dans la pierre et une énergie débordante, le fit immédiatement sortir du lot. Sa victoire lors de cette compétition lui valut sa carte professionnelle IFBB, lui ouvrant les portes du circuit professionnel. Les années 90 furent une décennie dorée pour le culturisme, avec des légendes comme Dorian Yates, Ronnie Coleman et Kevin Levrone dominant la scène. Cependant, Mike se fit rapidement une place parmi eux. Sa combinaison de taille, de symétrie et de charisme fit de lui l'un des favoris du public. Même s'il ne gagna jamais un Mister Olympia, il fut toujours considéré comme une menace sérieuse sur scène, atteignant la finale à plusieurs reprises. Son physique était impressionnant. Des bras de 56 cm, un torse massif et une présence scénique électrisante. Mais derrière ce géant, il y avait un homme qui commençait à sentir le poids de ses choix de vie. Le culturisme professionnel des années 90 était connu pour sa compétitivité extrême, et malheureusement aussi pour l'usage répandu de stéroïdes, de diurétiques et d'hormones de croissance. Mike Matarazzo n'a jamais esquivé ce sujet. Lors d'interviews et de séminaires, il fut l'un des rares athlètes à parler ouvertement de l'utilisation de ces substances, non seulement pour gagner en masse, mais aussi pour survivre dans un sport exigeant de pousser le corps au-delà de ses limites naturelles. Mike, quelques jours avant une compétition, parlait ouvertement des produits utilisés et mettait en garde surtout les jeunes sur les dangers du culturisme extrême. Mike Matarazzo n'était pas étranger à la douleur
ni aux défis extrêmes. Depuis ses débuts, il avait appris à pousser son corps au-delà de ce qui semblait humainement possible. Mais à un moment donné, même pour quelqu'un d'aussi déterminé, les signaux d'alerte devenaient impossibles à ignorer. En 2004, lors d'une interview qui bouleversa toute la communauté du culturisme, il fit une déclaration dévastatrice. « Mon cœur travaille à la limite. Je sais que je joue avec le feu et que tôt ou tard, je vais en payer le prix. » Ces paroles étaient plus qu'un simple avertissement. Elles étaient une prophétie. When I was fighting, I never even wanted to sit next to a guy that smoked a cigarette. And now when I'm getting ready for a show, although since the early 90s, I have toned myself down because I am getting older, and I don't want to, literally pass away or end up on a machine at a certain age. Because don't be fooled. Don't be fooled. When you're putting artificial stuff in your body, you are drastically changing the course of events in the history of your health. You don't know what you could be opening up. So I tell guys, especially young guys, dude, unless you're going to make a living at it, unless you feel that you can be a true champion, unless you're really willing to take a risk, don't do it. Don't do it because of these freaking gym doctors that are out there. It's a very drastic step that you'll have to take. And again, like I think everybody up here, I myself, when it comes time to get ready for a show, I have some real moral issues with it. I hate doing it. I hate doing anything like it. They don't make you a champion. Mike souffrait de problèmes de santé depuis des années, essoufflement, palpitations, douleurs thoraciques. Son corps criait que quelque chose n'allait pas, mais son amour pour le culturisme, combiné à la pression constante de concourir au plus haut niveau, l'amena à ignorer ces signaux. Pendant cette période, les amis proches de Mike commencèrent à remarquer un changement. Ses entraînements devinrent moins fréquents et bien qu'il maintint une routine stricte, l'intensité n'était plus la même. Cependant, son éthique de travail restait inébranlable. Dans son esprit, il était toujours ce jeune homme qui se levait tôt pour frapper le sac de boxe à Boston. Le plus marquant dans sa prédiction fut sa franchise concernant l'usage de substances. À cette époque, la plupart des culturistes évitèrent de parler des stéroïdes ou des diurétiques. Mais Mike, fidèle à son style direct, déclara clairement que l'usage excessif avait été une part essentielle de sa carrière. Malgré les avertissements médicaux, Mike continua à s'entraîner et à participer à des événements, mais au fond, il savait que son temps était compté. Chaque compétition, chaque répétition en salle était un acte de résistance contre le destin qu'il avait lui-même anticipé. La retraite ne fut pas une décision prise à la légère. Pendant des années, il avait vécu pour le culturisme. Voir son corps s'affaiblir fut plus douloureux que n'importe quel entraînement extrême. Malgré son état, il restait un combattant. A couple of reasons why I had to go to the hospital was because my heart wasn't pumping strong enough, and my lungs filled up with fluid, and all of a sudden I started drowning. I had all this white foam coming out of my nose, out of my mouth. I couldn't breathe. And it was from my heart, the heart function. Nothing is worth getting sick over. I was a guy that thought I was going to be like my grandfather, be in my 90s with no problems. 38 years old, open heart surgery, ridiculous. These guys that get into it now, and I still get letters, tons of letters, from guys 16, 17, 18, 19 years old, telling me the cycles they're doing. They're fucking insane. I don't know what the fuck is wrong with these guys. They got no reason to be doing this stuff. All I can tell you is don't put anything artificial into your body for any reason. I wish I could go back. Because when I was a fighter, when I was a boxer, I wouldn't even sit next to a guy that was smoking, I would get up and leave. I was so scared of my lungs getting lung cancer. Then I get into bodybuilding, and all of a sudden I'm in the mirror sticking needles into my ass and into my shoulders. Not knowing what I'm putting in there. Just going by, some freaking gym doctor. Cependant, la vie après le culturisme ne fut pas facile. Les revenus issus des compétitions et des sponsors disparurent rapidement. Mike dut chercher des alternatives. Il travailla comme coach personnel dans des salles locales et donna des conférences lors de conventions de moindre envergure. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était la perte de reconnaissance qu'il avait autrefois sur le circuit professionnel. Malgré tout, il n'abandonna jamais la lutte. Dans les dernières interviews de sa vie, Mike exprimait un profond regret pour les décisions qu'il avait menées au bord du gouffre, mais aussi une grande fierté d'avoir été acteur d'un âge d'or du culturisme. La bataille émotionnelle fut aussi intense que la bataille physique. Beaucoup de ses amis et de sa famille remarquèrent que son caractère avait changé après sa retraite. You're bulletproof. You just start dumping anything into your system. It's unbelievable.
you pay for it later. I'm definitely paying for it now. I'm definitely not the same man I was 10 years ago. It's very abnormal to be way as far off as I am. I mean, I know you get older and things change, but for the shape I used to be in and the conditioning I'm able to do now, I mean, I go for my 3-4 mile walk, run, and I come home and I gotta go to sleep for 2 hours. I mean, I'm wiped out. I eat 1 meal a day. I got no appetite. Like I said, I'm on a whole shitload of medications just to keep myself alive. L'homme optimiste et énergique montrait désormais des signes d'épuisement émotionnel, attribués non seulement à sa santé déclinante, mais aussi à la perte de son identité de culturiste. L'honnêteté de Mike, son état de santé et ses révélations sur l'usage de substances provoquèrent des réactions mixtes dans la communauté du culturisme. Certains l'admiraient pour son courage, d'autres le critiquaient pour avoir trahi les secrets du sport. Cependant, une chose était certaine, Mike était prêt à sacrifier sa réputation si cela pouvait sauver des vies. En 2007, après un grave épisode cardiaque, Mike Matarazzo se retrouva confronté à une nouvelle réalité. Son cœur était tellement endommagé qu'il n'y avait plus de retour possible. Les procédures de pontage coronarien n'avaient été qu'une solution temporaire, et son état de santé se détériorait rapidement. Les médecins lui donnèrent un diagnostic clair. Sa seule chance de survie était une greffe du cœur. Cette nouvelle, bien que dévastatrice, ne fut pas une surprise pour Mike. Pendant des années, il avait senti son corps le trahir, mais entendre ces mots rendit tout cela terriblement concret. Sa vie dépendait désormais d'une liste d'attente, sachant que le temps s'écoulait avec chaque battement de cœur. Tout au long de cette attente, Mike mena une lutte intérieure constante. D'un côté, il était prêt à tout pour survivre. De l'autre, il savait qu'une greffe n'était pas une garantie. Les statistiques étaient décourageantes et l'incertitude le rongeait. L'attente fut angoissante, tant pour lui que pour sa famille. La liste pour une greffe cardiaque était longue, et chaque retard augmentait la pression émotionnelle. Cependant, Mike ne perdit jamais son esprit combatif. Il continue à participer à des séminaires, non seulement pour parler de culturisme, mais aussi pour sensibiliser sur l'importance de la santé cardiaque. Les derniers mois de sa vie furent marqués par un mélange d'espoir et de résignation. Malgré son état physique affaibli, Mike luttait pour rester positif. Ses amis proches et ses anciens compagnons d'entraînement lui rendaient visite régulièrement, lui apportant un soutien émotionnel, même si beaucoup reconnaissaient que l'usure psychologique était évidente. Finalement, le 16 août 2014, sans avoir reçu la greffe tant attendue, Mike Matarazzo est décédé à l'âge de 48 ans des suites de complications cardiaques. Sa mort, bien que prévisible, n'en fut pas moins douloureuse pour la communauté du culturisme. Beaucoup le considéraient comme un héros tombé, un homme qui avait tout donné pour sa passion, même sa vie. Son décès laissa un vide immense, mais aussi une leçon importante. Les générations futures devaient désormais prêter plus d'attention à leur santé et à leur longévité, comprenant que le culturisme extrême avait un prix très élevé. Aujourd'hui, l'héritage de Mike Matarazzo reste vivant, non seulement dans les compétitions, mais dans chaque culturiste qui prend un moment pour réfléchir à sa santé avant de prendre des décisions extrêmes. Ces paroles résonnent encore. Le culturisme est magnifique, mais si tu ne prends pas soin de ton corps, il te le fera payer. L'histoire de Mike Matarazzo est un rappel puissant de la dualité du culturisme, la quête de la perfection physique et le prix à payer pour l'atteindre. Sa vie fut un exemple de passion, de sacrifice et de mise en garde. Si cette histoire t'a touché, tu dois absolument découvrir celle-ci.